Bonjour à tous. Est-ce que, Bonjour. petite question, est-ce que vous nous entendez bien avant de démarrer, histoire qu'on parle pas dans le vide? Si vous pouvez, nickel, je vois les pouces se lever, Julie est en train d'écrire, super. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous, aujourd'hui pour le webinar, pour comment capter des candidats passifs dont vous avez besoin quand LinkedIn ne suffit pas. L'idée c'est qu'on va, se présenter évidemment mutuellement, avec Louis, présenter un peu quelques chiffres marchés, sur l'importance en fait d'aller sourcer, des candidats passifs. Présenter, les enjeux, qui se font, à ce niveau-là, présenter des solutions évidemment, qui vous permettent d'accéder à ces potentiels, candidats, et répondre évidemment à toutes vos questions, au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, je vois que tout le monde dit bonjour dans le chat, donc à poser les questions directement dans le chat ou, en bas, vous avez normalement, un onglet questions, auquel on répondra au fur et à mesure ou à la fin du webinar. Et en écoutant, on va pouvoir, démarrer tranquillement. Ça se connecte, comme il faut et on va, déjà se présenter peut-être mutuellement, avec Louis et ensuite démarrer le webinar, directement. Et Louis, si tu veux, je t'invite peut-être à démarrer ta présentation et ensuite je me présenterai. Avec plaisir, merci Mathieu. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Coulon, je suis l'un des cofondateurs de Clever Connect. Je peux présenter Clever Connect en un mot puisque je vais le faire un peu plus en détail juste après. Clever Connect est un éditeur de logiciels historiquement français, mais aujourd'hui opérant un peu partout en Europe principalement, et qui notre expertise est sur les différentes étapes de l'expérience candidat, et j'en parlerai un peu plus en détail. À toi, Mathieu. Yes, du coup, moi, Mathieu Marziou, je suis directeur, des relations entreprises et un des cofondateurs de Bonanza. Nous, Bonanza, c'est une solution, spécialisée dans le recrutement sur les réseaux sociaux, mais on en parlera un petit peu plus après. Mais rapidement, pour vous donner quelques chiffres, voilà, sur les campagnes qu'on fait via notre solution, on génère un peu plus de 2 millions de candidats, par an pour nos clients, 6 ans d'expérience, sur ce marché uniquement du recrutement et ou de la marque employeur sur les réseaux sociaux. On accompagne plus de 300 clients, que ce soit des clients grands comptes, Enedis, BPCE, Veolia, ou autres sur leurs enjeux de recrutement, sur tous les profils pénuriques. Également des entreprises moins connues, du grand public qui ont justement besoin de se faire connaître via ce type de solution et voilà, plus de 2 000 campagnes lancées, sur voilà, tout type de besoins et déployées dans, donc plus de 10 pays, soit en France, en Hollande, Allemagne, Espagne, ou encore le Danemark. Bon, l'idée c'est pas de s'attarder sur cette intro. Peut-être tu veux redonner quelques chiffres, Louis, sur Clever Connect également? Oui, je voulais dire surtout, c'est Mathieu, vous êtes clairement les experts de l'attraction de candidats passifs, donc c'est chouette d'avoir l'opportunité d'en parler aujourd'hui. C'est vrai que les réseaux sociaux ne sont pas forcément au départ faits pour retrouver un job, et donc c'est vraiment un endroit où on peut aller chercher les personnes qui ne sont pas en recherche. Nous concernant Clever Connect, donc société française comme j'ai dit, qui a un peu plus de 10 ans, qui a bien grandi puisqu'on a aujourd'hui presque 300 collaborateurs dans une petite quinzaine de bureaux à travers l'Europe. On accompagne 10 millions de candidats sur nos solutions et sur la slide suivante, je vais vous en dire deux mots sans rentrer dans le détail. Il ne faut pas prendre peur quand vous allez voir cette slide. Globalement, on a trois promesses: vous aider à mieux attirer les candidats, ensuite les engager, construire des relations durables avec ces candidats pour obtenir leurs préférences, on va dire, et puis d'autres solutions encore qui vont vous permettre de révéler leurs compétences, leur motivation, leur potentiel, donc plutôt dans la compréhension de ces candidats et de l'éventuel match, on va dire, avec les postes que vous avez. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux solutions principalement de notre plateforme qui sont très adaptées, on va dire, aux candidats passifs. Notre sujet du jour, les solutions de cooptation et d'ambassadora, où on fait levier sur les collaborateurs pour aller toucher d'autres candidats, on va en parler, et les solutions de création et d'animation de viviers de talents pour constituer un pipe, si je puis dire, de candidats intéressants pour le futur. Voilà, sans plus en révéler, on en parlera plus en Top. détail tout à l'heure. Mais bon, je pense qu'on peut attaquer un peu avec quelques infos marché, sur ces candidats, passifs pour ensuite, amener un peu plus de solutions.
Avec grand plaisir, je vais parler un petit peu de ça. N'hésitez pas, d'ailleurs, je voulais le dire, hein, à commenter, à rebondir dans le chat s'il y a des choses, soit que vous reconnaissez. C'est toujours intéressant pour vos pairs qui sont présents. On sera pas loin d'une petite centaine peut-être, donc il y a peut-être une bonne vision marché à avoir par vos échanges. Mais aussi, s'il y a des choses où vous n'êtes pas du tout d'accord, n'hésitez pas, ça alimentera le débat, c'est intéressant. Ouais, tout Euh, à fait. N'hésitez pas. donc, je pense que je vais pas vous apprendre grand-chose, mais il y a quelques notions intéressantes malgré tout à revoir. C'est pas simple en ce moment de recruter. J'ai pris ici 3 articles assez représentatifs du mois d'avril 2023, donc assez récents, des Échos, où on dit d'un côté que l'emploi des cadres bat tous les records, donc globalement grosse tension, les volumes de recrutement, particulièrement de cadres. On parlera pas que de cadres aujourd'hui, sont au top. Deuxième, la pénurie et les stratagèmes auxquels les PME doivent penser pour faire face à cette pénurie. Donc, c'est actuellement très compliqué. Il y a peu de candidats qui sont activement en recherche et il manque beaucoup de main-d'œuvre sur beaucoup de typologies de postes. Et enfin, pour ne rien arranger, même si en France et en Europe, on a un petit peu moins connu ça qu'aux États-Unis, on a quand même ce phénomène qui dure maintenant un petit peu d'augmentation des volumes de démissions. Donc finalement, encore plus de besoins dans un marché où malheureusement, il y a peu de candidats disponibles. Ce que je voulais dire ensuite, c'est déjà l'explication qu'il y a derrière ça. Vous le savez peut-être, quand on dit souvent qu'en dessous de 10% de chômage, on est dans ce qu'on appelle le plein emploi structurel. Autrement dit, tout le monde a un job, si je suis un peu caricatural. Et vous voyez qu'en Europe, ben, l'énorme majorité des pays, et la France qui se situe en 6e position, je crois, sont sous cette barre des 10%. Donc globalement, au niveau du marché européen, tout le monde est en emploi. Et donc, si on souhaite, si on a des volumes de recrutement ou des recrutements effectués, ben, on n'a globalement pas d'autre choix que de chasser. Ça, ces volumes, enfin, ces niveaux de chômage très faibles, ça implique 2 choses. Un, ben, c'est toute notre thématique du jour. Hein. Plus qu'un candidat sur 5 est à l'instant T en recherche active. Donc l'énorme majorité, l'écrasante majorité des candidats ne sont pas en recherche, ce sont ce qu'on appelle des candidats passifs, et on en reparlera. Et ça a eu un impact sur les solutions traditionnelles, on va dire, de candidature, les sites emploi, les sites carrières, etc., où on constate en moyenne sur le marché un volume de candidature qui a baissé de 50%. Donc, je ne sais pas si c'est peu ou prou le contexte que vous-même vivez, mais n'hésitez pas à nous partager votre avis là-dessus dans le chat. Non, et c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a d'autres études aussi là-dessus. J'ai revu une étude il y a pas longtemps de Michael Page, je crois sur 7000 actifs français, donc c'est quand même un panel assez représentatif qui précisait que 79% des salariés satisfaits dans leur emploi étaient prêts à se déclarer ouverts en fait à de nouvelles opportunités professionnelles. C'est pour rebondir un peu sur le marché qui est tendu, mais à côté, on voit en fait que il y a ce vivier de profils qui sont en emploi, qui sont quand même satisfaits de leur emploi et qui sont prêts à avoir d'autres opportunités. Donc des chiffres qui confirment l'importance et l'intérêt aussi d'aller sourcer au-delà de vos canaux traditionnels, des profils plutôt en recherche passive. Tout à fait. Si on passe à la suite, Mathieu, face à ce contexte, donc globalement, la plupart des candidats ne sont plus en recherche et c'est très difficile de recruter. Malheureusement, force est de constater que les modes de recrutement n'ont pas toujours beaucoup évolué. On va dire que le réflexe numéro 1 quand on a un poste à pourvoir reste malgré tout de se dire, OK, je vais publier une offre d'emploi et je vais essayer de voir si ça répond. Je vais prier finalement, espérer qu'il y ait quand même des personnes sur le marché qui voient mon offre d'emploi et qui y postulent. On pense qu'il est temps de réinventer un petit peu cette expérience et de l'adapter, de la rendre un petit peu moins linéaire et générique et construire une approche un peu plus proactive et peut-être personnalisée en fonction des différentes typologies de candidats passifs dont on va pouvoir parler. Pardon. Bon, ça c'était simplement pour compléter, mais vous voyez hein, le revers de la médaille, quand on a un processus de recrutement qui n'est pas tout à fait adapté à ce nouveau contexte, à cette difficulté de recrutement, cette population de candidats passifs, on a des résultats qui sont un peu plus mitigés. Et vous voyez ici au niveau européen la courbe des postes non pourvus sur lesquels on n'arrive pas finalement à recruter qui on souhaiterait. Et on voit bien que c'est en nette augmentation et ça a tendance maintenant plutôt à se
stabilisé autour de plus de 3% des postes ouverts qui ne sont pas pourvus. On ne trouve pas de candidats. Et sur la base des 15 à 64 ans de la population totale, c'est vrai que tu avais aussi des stats là-dessus. Oui, bah, c'est pas prêt de s'arrêter en fait. Ça, c'est bon. Après, promis, on arrête d'être dramatique et on parle de, de bonnes nouvelles et de De solutions. solutions et de bonnes nouvelles derrière. Exactement. Mais ça, c'est pourquoi aussi il est important de commencer à s'attarder et construire une stratégie touchant, dans un contexte pénurique, touchant des candidats passifs. C'est parce que c'est pas prêt de s'arrêter à nouveau. Et après, il n'y a plus trop de graphes, promis. Cette ligne rouge ici montre la part des personnes en âge de travailler dans la population totale en Europe. Et on voit qu'on vient d'un monde où on avait 68% de la population européenne qui était en âge de travailler et que en 40 ans à peine, on va perdre 10 points de pourcentage. Autrement dit, le pot commun de personnes disponibles pour voir vos emplois va s'abaisser et donc le niveau de pénurie n'est pas prêt de s'arrêter a priori. 15 millions d'actifs vont manquer d'ici 2030. Voilà, c'est pour ça que ça nous a semblé intéressant. Voilà, mais je vais laisser Louis parler un peu des mauvaises nouvelles au début. Comme ça, je vais pouvoir avancer sur la suite et parler un peu plus des solutions. On va en parler ensemble. Mais on trouvait que c'était important de repréciser, évidemment, de remettre un peu le cadre pour montrer l'importance de changer un petit peu de méthode et d'aller beaucoup plus sur ces candidats passifs qui sont des potentiels candidats passifs que vous pouvez transformer en actifs. Et ben, allons-y déjà sur cette partie-là. Alors, pour les candidats passifs, en fait, on a trouvé intéressant de mettre ce petit graphe qui montre qu'en fait, il y a différentes typologies de candidats passifs. Il y a les profils passifs ouverts qui représentent la majorité, qui sont des profils qui ne cherchent pas forcément à l'instant T un nouveau poste, mais qui sont ouverts en fait à des opportunités, ouverts à dialoguer avec vous sur la partie recrutement. Donc, c'est des profils qu'il va falloir convaincre, peut-être pas sur un premier rendez-vous, mais 1 mois, 2 mois ou peut-être 3 mois après un premier échange. C'est des profils que vous pouvez avoir en vivier, vous pouvez recontacter assez facilement derrière, ils vous ont identifié pour leur proposer des opportunités au fur et à mesure. C'est la majorité, c'est des profils très intéressants. Alors les passifs en veille, qui eux sont un peu moins à l'aise sur leur job actuel ou sont prêts à changer, mais ils veulent pas forcément démissionner à l'instant T, mais qui sont peut-être plus faciles à convaincre. Les passifs semi-actifs, hein, ça fait beaucoup de typologies, mais c'est intéressant de segmenter ça. Qui sont pas ouverts avec de nouvelles opportunités à date, mais qui échangent plus avec leur réseau, qui vont plutôt être intéressés par potentiellement de la cooptation ou d'autres éléments, mais via leur réseau plus qu'avec des recruteurs directement. Et évidemment, quand même, il y a des personnes qui sont aussi bien dans leur job et qui n'ont pas forcément envie de changer tout de suite. 15% indisponibles, donc qui ne sont pas intéressés, en tout cas à date, sauf argument de taille, et on verra ça juste après sur les arguments qui peuvent aussi aider vos potentiels candidats à franchir le pas. Cela un petit peu plus compliqué, mais ça reste intéressant de communiquer auprès d'eux, d'alimenter un petit peu en contenu pour vous faire connaître auprès de cette population-là. Une autre façon de le dire, c'est finalement 85% des personnes qui ne sont pas en recherche d'emploi sont des personnes intéressantes puisqu'elles peuvent malgré tout être convaincues. Oui, exactement. Et sur le book avec les stats qu'on a avant côté Market Page, 80 à 85% peuvent être intéressés évidemment pour aller chercher un nouvel emploi. Donc les avantages rapidement d'attirer des candidats passifs. Le premier est simple, hein. Il n'y a pas de choix, hein. Après toutes les stats qu'on a pu présenter en début de webinaire, ça va être compliqué de rester sur les modèles et d'attendre finalement patiemment qu'un candidat postule sur votre site carrière. Deuxième argument de taille, c'est accéder à des profils qui n'auraient pas postulé d'eux-mêmes. Et c'est souvent des retours qu'on a sur des campagnes qu'on peut lancer, de clients qui nous disent: «Ah bah, le candidat en fait m'a précisé que s'il n'avait pas vu la publicité», parce qu'on va nous surtout cibler des profils en recherche plutôt passive, bah, la personne n'aurait pas eu le réflexe de postuler, que ce soit via les réseaux sociaux ou évidemment d'autres solutions pour aller sourcer des candidats passifs. Donc ça, c'est un avantage important, c'est de vous faire connaître et toucher des profils qui n'auraient pas eu le réflexe de base d'aller postuler sur vos offres. Alors souvent, il y a peu de doutes sur la motivation. C'est des profils qui sont déjà en poste, qui sont bien généralement quand même sur leur mission et qui acceptent de franchir le pas et d'aller collaborer avec vous. Donc généralement, c'est des profils assez motivés qui peuvent être d'attaque assez rapidement. Plus fidèles également, il y a des études de Randstad qui sont sorties qui précisent que les candidats que vous recrutez qui à la base sont en recherche passive, bah, sont généralement plus fidèles et vont rester plus longtemps en emploi chez vous, avant peut-être de se refaire chasser par un concurrent ou justement de démissionner ou d'aller chercher un autre emploi.
Et dernier point, mais pas des moindres, moins concurrentiel, parce que finalement, bah, il y a des profils qui sont extrêmement chassés, mais pas tous. En fait, vous vous différenciez évidemment de vos concurrents en allant directement, sans attendre qu'ils postulent, les chercher sur des bases de données, sur les réseaux sociaux ou via d'autres solutions qu'on va vous présenter juste après. Puis dans le contexte actuel, un candidat qui est activement en recherche et en général parallélise beaucoup de processus de recrutement, ce qui n'est pas forcément le cas quand on ouvre la discussion avec un candidat qui n'est pas en recherche. On a un peu plus de temps, un peu moins de concurrence. Et ben, on parlait des motivations, mais peut-être je peux te laisser en parler, Louis. Bah, la première, hein, qui n'est pas forcément une surprise. Exactement, bah, ce qui peut pousser quelqu'un. Qu'est-ce qui peut finalement pousser quelqu'un à se dire, tiens, je suis vraiment bien dans mon poste actuel, mais c'est tentant, je pourrais me remettre à risque, entre guillemets. Le critère numéro 1 reste le critère de salaire, de package, de rémunération. Et ensuite, on est dans des éléments plutôt on va dire, d'épanouissement personnel, aussi bien en termes de développement professionnel, devenir un meilleur professionnel, avoir un meilleur équilibre vie privée, vie pro. Le challenge, plus de défis, un périmètre plus large, de nouvelles responsabilités. Et puis après, on va dire la perspective d'évolution, la politique d'évolution de l'entreprise. Parfois, on sait qu'on est bien dans son poste, on a un bon poste, mais qu'on risque de pas évoluer. Et si on peut aller vers une entreprise qui a plus d'opportunités aussi pour l'avenir, c'est une bonne chose. La chose que je voudrais préciser sur ça, c'est bien de le savoir. C'est les 5 motivations principales vos arguments principaux finalement pour pousser un candidat à considérer une nouvelle opportunité. Mais pour tout ça, si je regarde bien, encore faut-il le connaître. C'est difficile de proposer un meilleur salaire à quelqu'un si on ne sait pas quel salaire il a, de proposer un meilleur développement professionnel si on ne sait pas comment ça se passe actuellement. Et donc, on en parlera un petit peu plus tard, mais la clé pour moi des candidats passifs et d'avoir une bonne stratégie de candidature passive, c'est bien comprendre que je dois avant tout construire une relation et récupérer des informations, apprendre à connaître les candidats que je souhaite convaincre. Et on va en parler plus tard aussi, mais c'est peut-être un premier apprentissage vraiment important. Il faut bien garder en tête que l'urgence que l'on a en tant que recruteur, dire j'ai un poste à pourvoir, ça va être très compliqué, il faut aller vite, je vais chasser, tenez, j'ai un poste à vous proposer. Ce n'est pas l'urgence d'un candidat qui, lui, n'a pas de projet, en fait. Donc, il faut plutôt essayer de construire sur une base moyen terme avec une compréhension de qui est la personne et une première relation qui s'installe pour avoir une chance de mieux convertir ensuite. Top. Et oui, tu précisais, on en parlait avant sur les secteurs professionnels sur LinkedIn qui sont le plus représentés, qui ne représentent pas forcément tous vos enjeux de recrutement. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Tout à fait. Bah là, l'idée, en fait, hein, c'est le titre du webinar. Aujourd'hui, très souvent, quand on pense chasse de candidats qui ne sont pas en recherche active, qu'on peut même ne pas appeler des candidats, de talents, de futurs professionnels, on pense à LinkedIn. LinkedIn semble incontournable et je pense qu'il l'est. Mais néanmoins, il nous a semblé important aujourd'hui de vous proposer d'autres alternatives. Et avant d'aller vers ces alternatives, expliquer un petit peu pourquoi on pense que LinkedIn est un super outil, mais ne suffit pas à sa stratégie. Déjà, premièrement, si on regarde simplement les secteurs professionnels présents sur LinkedIn, ici on n'a que le top 5, mais on le sait, ce sont en grande majorité des postes, on va dire, de métiers de bureau, ce qu'on peut appeler de façon un peu péjorative de col blanc, voit le recrutement. Donc ça, petit aparté, ça veut quand même aussi dire que c'est vraiment l'outil de base pour chasser des candidats dans le sens où les personnes qui sont le plus présentes sur LinkedIn sont déjà des personnes qui elles-mêmes sont en train de recruter. Et ensuite, vous voyez, le capital risque, le capital investissement, les ressources humaines, le conseil en management et en gestion, le secteur des médias en ligne. Ce que j'appelle moi souvent la réalité du marché de l'emploi, où les vrais emplois qui font fonctionner la France, entre guillemets, ne sont pas vraiment très présents sur LinkedIn. Les différents métiers, on va dire, les métiers qui étaient en première ligne, pardon, pendant le Covid. Très peu de chances de trouver des candidats, des professionnels de ces secteurs-là sur LinkedIn et encore moins des candidats passifs. Oui, c'est aussi le sujet du webinar, comme tu dis, de façon un peu péjorative, les cols blancs, plutôt LinkedIn et parfois les cols bleus, un peu moins présents sur ce canal-là, et tout l'intérêt d'aller sur d'autres acteurs, d'autres solutions finalement. Et l'idée, c'est pas de taper évidemment sur les doigts de LinkedIn, hein. Comme tu précisais, ça fonctionne très bien et ça reste incontournable sur énormément de postes. Mais dans le marché actuel, c'est important d'avoir une présence plutôt 360 pour avoir des solutions complémentaires pour sourcer différents types de profils.
Et justement, quelques chiffres par rapport à ça, pourquoi c'est important d'activer d'autres leviers que LinkedIn. Déjà, on peut penser parfois que LinkedIn, bah, c'est une population assez mature, peut-être un petit peu plus âgée. Finalement, quand on regarde les stats, on a 75% des utilisateurs qui ont moins de 34 ans. Si on fait le parallèle avec Facebook, on va se dire que Facebook, c'est des réseaux sociaux, c'est quand même relativement jeune. En fait, Facebook, c'est 60% des candidats qui ont plus de 34 ans. On voit déjà un petit peu le parallèle là-dessus. On se dit: «OK, bah, en fait, des profils peut-être un petit peu plus âgés, plus d'expérience, j'aurais peut-être plus de chances de les trouver sur d'autres canaux finalement». On a 26 millions de membres, en France, et c'est 12 à 13 millions d'actifs. Donc évidemment, il y en a beaucoup, qui ont un compte, qui vont le consulter de temps en temps, mais qui sont pas actifs tous les mois. Donc compliqué aussi d'aller sourcer ces profils-là, de leur envoyer un message au bon moment ou alors on va avoir une réponse 3 mois après. Alors c'est toujours intéressant d'avoir une réponse, ça permet d'avoir du vivier, mais à court terme, c'est peut-être un peu compliqué du coup d'aller sourcer ces candidats. On a un temps moyen, de 17 minutes par mois, sur LinkedIn, ce qui finalement est assez peu. Sur un mois, bah, il faut être présent, au bon moment sur les 17 minutes par mois. Alors soit vous avez un post et par miracle, le candidat a vu votre message sur LinkedIn, soit vous avez fait un message, il se connecte sur les 17 minutes, mais il a peut-être déjà, 10, 20, 30 messages qu'il va pas forcément consulter. À l'inverse, sur, des réseaux, alors c'est plus ou moins 1 heure d'utilisation par jour sur les réseaux sociaux. Alors là, je prêche pour notre paroisse, mais ça montre qu'il y a une vraie utilisation et qu'il y a un vivier très intéressant aussi à aller capter là-dessus. Et bon, comme on précisait, juste avant, bah, évidemment, c'est une grande présence des recruteurs, et c'est 87% qui utilisent régulièrement LinkedIn. Donc la concurrence peut être rude. Comme je disais, peut-être le potentiel candidat passif va avoir, 15, 20, 30 messages. Comment se différencier sur l'approche? Comment, être le message, que le candidat va consulter et auquel il va répondre? Un peu plus compliqué. Mmh. On voit quelques stats et si on fait le parallèle, du coup, un petit peu plus, directement avec les réseaux sociaux, on voit alors, c'est un réseau pro qui fonctionne très bien évidemment, mais l'intérêt d'aller sur d'autres réseaux qui ne sont pas forcément dédiés à l'emploi à la base, mais qui regorgent de candidats passifs. Si on regarde Facebook, toujours présent, on a tendance à nous dire parfois que Facebook, c'est en perte de vitesse. Mais là, c'est un des réseaux le plus consulté, hein, finalement en France, et qui alors il y a une petite perte de vitesse, mais 1, ce qui est relativement faible, sur, la base, d'utilisateurs, quotidiens, chaque jour sur Facebook. On a, alors Snapchat, Insta, Snapchat qui fonctionne très bien, on a tendance à nous dire que c'est un peu, en retrait par rapport aux autres réseaux, mais finalement c'est devant, Insta en termes d'utilisateurs, quotidiens. Donc très intéressant. Évidemment, voilà, TikTok qui continue il y a plus de 30 d'utilisateurs tous les ans, par jour, donc ça continue de bien se développer là-dessus. Si on fait un mini zoom, l'idée c'est pas de passer tout le temps sur des stats non plus, mais sur un peu les tranches d'âge, pour montrer que, c'est assez homogène finalement. Alors Facebook, on en parlait juste avant, mais Instagram sur les, 18, 25 ou jusqu'à 44 ans, bah, on a une tranche d'âge qui est assez représentée. Idem sur, Twitter, Snapchat. TikTok évidemment, qui est assez nouveau, et c'est un peu la vie naturelle d'un réseau social. C'est les plus jeunes qui commencent à s'y mettre. Au fur et à mesure, ces jeunes grandissent, donc la moyenne d'âge prend peut-être 1 année, chaque année sur le réseau social et surtout les parents commencent à s'y mettre. Donc c'est comme ça qu'on a des réseaux sociaux qui commencent à s'homogénéiser un petit peu en tranches d'âge et là, on voit sur TikTok que c'est un peu le déroulement classique qui se fait. On a de plus en plus d'adultes et de jeunes adultes qui se mettent sur ce réseau. Et une stat aussi une stat intéressante sur l'approche. Donc là, on a vu un petit peu, quelques viviers où vous pouvez trouver des candidats, passifs et sur l'approche, intéressant en fait, l'idée c'est quand vous allez cibler des candidats, peu importe le support, des candidats passifs sont évidemment moins, au fait du marché, moins en recherche. Il va falloir les cibler, et les faire interagir le plus vite possible. Ils ont moins de temps, ils vont passer quelques secondes sur une publicité par exemple. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir, un message clair et important parce que le temps de concentration de ces candidats et c'est pas péjoratif, hein, c'est des candidats qui sont peut-être bien déjà sur leur poste, va être de quelques secondes finalement sur un message que vous allez leur adresser. Donc message très clair, si c'est un message, texte, pas faire un pavé. Si c'est une publicité, avoir un message, qui va à l'essentiel, qui va un petit peu captiver le candidat. On conseille souvent d'avoir un ton un peu différent, d'interpeller, de pas faire ce que vous faites déjà pour vos candidats, actifs ou sur LinkedIn ou votre site carrière. L'idée, c'est un peu d'interpeller le candidat.
Donc adopter un ton différent. Donc on conseille souvent de jouer un petit peu sur un ton léger ou un petit peu humoristique. On aime bien dire que l'idée, c'est pas de faire la blague de l'année, mais de dénoter un petit peu, de faire interagir et donner envie aux candidats d'en savoir plus et de cliquer. Et nous, sur les campagnes qu'on peut lancer, par exemple, le ton léger, un petit peu humoristique ou un poil décalé, à 70%, c'est les créations qui vont le mieux fonctionner, qui vont générer le plus d'interactions et derrière le plus de candidats passifs du coup. Enfin, c'est des candidats passifs qui deviennent actifs parce qu'il y a un acte de candidature, mais c'est ça qui fonctionne le mieux. On conseille de privilégier les vidéos sur les messages que vous pouvez envoyer sur la publicité ou autre support. Si vous avez une marque bien établie, le modèle 15 secondes fonctionne très bien parce que le candidat peut-être connaît déjà votre marque au-delà de votre marque employeur et donc est prêt à passer un petit peu plus de temps à écouter vos messages. Si vous avez une marque un peu moins établie et moins connue grand public, on conseille généralement 5 secondes, c'est les stats qui ressortent souvent, qui permettent de capter le candidat assez rapidement. Ensuite, on conseille évidemment de mettre en avant vos salariés, ou même vous en tant que recruteur, pourquoi pas. Nous, on a des campagnes qui marchent super bien quand, par exemple, vous mettez, ça paraît un peu simple, mais en selfie, le mode un poil artisanal, plaît beaucoup aux candidats. Pas besoin d'avoir, la vidéo la plus montée, la plus waouh, du monde. Là, c'est vraiment on veut de l'authentique. Les candidats souhaitent de l'authentique, donc une vidéo où vous filmez, montrez un petit peu l'envers du décor, ça plaît énormément aux candidats et ça génère beaucoup d'interactions et de candidatures derrière. Évidemment, tester pas mal de tons, de vidéos, d'approches. Faut vraiment se mettre dans la peau un peu finalement d'un marketeur qui va tester plein de combinaisons pour, avoir derrière, du clic ou, un acte d'achat ou une CB par exemple sur un site e-commerce. Là, c'est un peu pareil, sauf ce qu'on veut à la fin, c'est un CV. Mais finalement, c'est toucher ces profils dans leur quotidien, leur dire, «Hello, j'ai une super opportunité, ça t'intéresse?» mais il y a des façons de l'amener et des règles un petit peu pour avoir de l'interaction et des candidats derrière. Ensuite, très important, on va dire une fois qu'on l'a touché, qu'on l'a capté, c'est comment s'adresser au candidat, donc on va dire passif qui devient, actif, parce qu'il y a un acte de candidature. Nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est de le joindre le plus rapidement possible. On précisait, il est en poste généralement. Comme tu précisais Louis, il a pas forcément de projet, donc il attend plutôt de se faire guider, qu'on lui facilite la vie, parce qu'il est pas vraiment en recherche. Donc c'est vraiment l'appeler le plus rapidement possible parce qu'au bout d'une semaine, il aura sans doute oublié parce que c'est pas sa priorité à l'instant T. Ce qu'on a comme retour aussi pas mal d'entreprises, c'est que, parfois ces candidats-là sont moins au fait de votre actualité, moins au fait des détails de l'offre, de votre entreprise, de vos concurrents, par exemple. Et ça, il faut évidemment pas le prendre personnellement et pas se frustrer de ces candidats-là. Nous, on dit toujours qu'il faut s'adresser différemment auprès de ces candidats passifs et ne pas hésiter à leur représenter la mission, leur représenter l'entreprise, sans attendre à ce qu'ils viennent avec leurs fiches de prête et cetera. Parce que c'est vous, faut pas oublier que c'est vous qui leur avez demandé du temps pour un entretien. Alors qu'à la base, ils étaient pas forcément, prêts à passer ce temps-là. Et j'y viendrai juste après sur la partie ghosting, qui est très importante sur les temps aussi de traitement des candidats. Finalement, je pense que Je sais ce pas qu'on peut si retenir avant de passer à la suite, Mathieu, premièrement, je pense qu'il faut personnaliser à mort. Chaque typologie de candidat, chaque persona étant passif, n'a pas de projet particulier, d'attente particulier. Donc, il faut, savoir ce qu'on va dire à chacune de ces personnes. Et on peut pas avoir un parcours générique. Deuxièmement, je pense qu'on a un vrai enjeu, ce que je disais tout à l'heure, sur le timing. C'est-à-dire à la fois prendre le temps, puisque cette personne ne veut pas être mise dans une situation d'urgence dans le sens où elle n'a pas un besoin à court terme, et à la fois être extrêmement rapide. C'est un peu comme l'immobilier. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre son temps, mais quand c'est bon, il faut y aller. Et il ne faut pas acheter n'importe comment. Et enfin, je pense qu'on a un dernier enjeu assez important. Une fois que, on va dire, le processus est engagé, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir un processus de recrutement parfait. C'est-à-dire qu'on va déranger quelqu'un, entre guillemets, pour lui proposer un poste. Il n'y a pas plus catastrophique pour sa marque employeur qu'ensuite d'avoir une expérience candidat qui n'est pas au niveau. C'est-à-dire que la personne, ensuite, elle est engagée dans un process, elle n'a plus de nouvelles pendant 3 semaines, l'entretien, il n'est pas placé, pas de réponse au mail, etc. Ça, c'est pas possible. Encore moins, c'est déjà pas possible tout court dans le contexte actuel, mais encore moins quand on allait, entre guillemets, déranger quelqu'un. Donc voilà. Personnaliser, aller vite et avoir une super expérience, d'autant plus pour ces candidats.
Et attention au ghosting et aller vite, pour rebondir un peu sur ce que tu disais. On a fait des études, sur les campagnes qu'on a lancées, donc qui sont énormément évidemment de candidats passifs qu'on va aller sourcer sur, les réseaux sociaux, et ça, une fois que le candidat a postulé, voilà les stats qu'on a pu remonter. Si jamais vous le con alors, nous on travaille souvent quand même sur des profils pénuriques, donc qui sont peut-être encore plus compliqués parfois à recruter, d'où l'importance d'être vraiment réactif et en fait, c'est assez, impressionnant les stats finalement là-dessus. Si jamais vous le contactez sous une semaine, ça c'est sur les premiers appels. Vous avez 75 de chances qu'ils vous répondent. Donc évidemment, il y en a qui vont postuler, qui ne vont jamais répondre, ça arrive sur chaque processus. Mais là, on est quand même pas trop mal, 75 de chances d'avoir ce candidat au bout du fil et de proposer peut-être derrière un entretien. Si on arrive à 1 à 2 semaines, on tombe déjà à quasiment un petit peu moins de 50. Donc on se prive assez vite finalement de 50 de profils, que vous pourriez avoir en entretien du vivier et après 3 semaines, bah là, c'est quasiment peine perdue, on tombe sous la barre des 30. On a 28 de chances que les candidats, vous répondent. Donc c'est un peu pour illustrer, les propos avec des stats intéressantes sur l'importance vraiment d'être réactif et on sait très bien, que, bah, chacun a sa bande passante, il y a d'autres activités à faire. On n'est pas là pour blâmer évidemment le temps de prise de contact, mais c'est peut-être, bah, de bien organiser, le flux de candidats qui arrivent, peut-être de faire pause, ou d'alimenter vraiment, en fonction de votre bande passante et de vos besoins pour pouvoir être toujours, auprès du candidat quand il faut et comme disait Louis sur la partie, s'il y a des temps de traitement qui sont beaucoup trop longs, alors que c'est des candidats passifs à la base, ça peut être un peu compliqué pour votre marque employeur derrière. Ouais, exactement. Je pense que la recommandation doit de toute façon être, si je vois qu'une candidature vient d'une source qui est une source de candidats passifs, n'importe quel réseau social non professionnel, donc on a vu tout à l'heure, a priori c'est le cas, essayer de rester sous la barre d'une semaine avant de répondre paraît nécessaire. Pour terminer sur cette petite partie, un petit outil, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a beaucoup de textes, vous aurez les slides, vous pourrez vous en servir, mais c'est un petit outil qu'on vous propose, simple. Vous connaissez peut-être la notion d'employee value proposition, ou en français, la proposition de valeur, la promesse que je peux faire à quelqu'un qui viendrait travailler chez moi. On a fait ce petit tableau qui finalement répertorie les différents éléments qui sont importants dans une promesse. Et je vous invite vraiment à prendre ce tableau sur un tableau blanc, par exemple, et en équipe, se dire, OK, maintenant, on prend les profils passifs, à nouveau, euh, informaticien. Quelle promesse on peut faire sur chacune de ces cases? OK, maintenant, le profil plutôt relation client. Et vous verrez que la promesse ne peut pas être générale. La promesse, elle est différente en fonction des typologies de profil, en fonction du niveau de seniorité. Et ça, ensuite, vous faites un récapitulatif. Et quand vous avez quelqu'un au téléphone, vous allez avoir beaucoup plus facilement la capacité à pitcher, on va dire, facilement. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit là, mais si vous pouvez aussi vous inscrire à une petite formation de pitch commercial, là, vraiment de décrocher un rendez-vous commercial en 15-20 secondes au téléphone, c'est finalement la même logique et ça peut être très précieux pour les personnes qui font de la chasse dans vos entreprises. Et ben maintenant, avançons sur la partie un peu, un peu outils, excusez-moi, qui sont à disposition pour aller recruter justement et toucher ces candidats, passifs. Bah, si on commence, vous l'avez compris de notre côté sur la partie publicité sur les réseaux sociaux, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. L'intérêt d'aller sur les réseaux, ça va être bah, évidemment, ben, je vais me répéter, mais toucher des candidats évidemment en recherche, passive, toucher des profils qui n'auraient pas le réflexe de postuler pour vos offres à l'instant T. De vous démarquer, de la concurrence en allant sur des canaux où peut-être vos candidats vos concurrents sont moins présents. Également de travailler la marque employeur, parce que ça vous rend présent sur ces canaux-là où peut-être les candidats vous attendent pas. Donc c'est plutôt bien perçu sur cette publicité, parce qu'on a la publicité traditionnelle qui peut être un petit peu dérangeante pour certains utilisateurs de ces réseaux, mais la publicité d'emploi, est vraiment bien perçue parce que l'idée, c'est de proposer, bah, une carrière, un poste, c'est vraiment de la valeur que vous amenez, en présentant vos métiers plus que, d'acheter le dernier, téléphone à la mode ou, une application, Candy Crush pour jouer, dans le métro. Heu, du coup, rapidement, le fonctionnement de la solution, c'est un peu ce que je précisais. C'est une technologie qui a été développée pour aller cibler des candidats qui correspondent à vos besoins. L'idée, c'est qu'on va comprendre vraiment, qui vous recrutez, sur quelle zone géographique, avec quelle expérience et on a une solution qui va, tester énormément de combinaisons via, les algos Elia qu'on a développés sur, l'ensemble des réseaux sociaux. Donc là, on voit Facebook, Instagram, Snapchat, on peut aller sur d'autres réseaux. L'idée, c'est d'aller là où sont vos candidats
Sauf qu'au début, on ne le sait pas forcément. C'est pour ça qu'on va tester tous les réseaux, on va tester différentes créations de contenu, on va tester différentes cibles. Et rapidement, notre outil, en testant tout ça, va nous dire, OK, ben, en fait, ce qui fonctionne bien, c'est plutôt Facebook, auprès de telle cible de candidat avec tel visuel. Et je dis au hasard, TikTok, telle cible avec tel visuel. Et du coup, notre outil va alimenter ça, va itérer et faire le focus sur ce qui fonctionne bien, c'est-à-dire optimiser la diffusion sur les canaux qui ramènent des candidats et couper automatiquement Twitter ou Snapchat si ces sources-là ne ramèneraient pas de candidats. Et ça, c'est des outils qui tournent en continu jour et nuit pour être sûr d'être au bon endroit auprès de la bonne personne et surtout au bon moment pour cibler les candidats. Et ce qui permet d'amener, alors parce qu'on a ce système-là pour la diffusion et le ciblage, on met aussi en place la partie préqualification pour s'assurer que les candidats correspondent également à vos besoins via les chatbots et via des vérifications de CV, ce qui permet d'avoir à peu près 70% des candidats qui vont être engagés dans les processus de recrutement. C'est-à-dire au moins un premier appel téléphonique quand vous arrivez à le joindre, si vous les contactez, sous les moins d'une semaine évidemment, pour avoir 75% de chances qu'il vous réponde. Et voilà rapidement quelques retours, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Toujours intéressant d'avoir les visuels, donc différentes typologies de métiers, souvent des métiers pénuriques, donc conseiller clientèle en IT, là en industrie et en aide en service, aide à la personne. Donc j'ai présenté 4 secteurs différents. Par exemple sur la partie, conseiller clientèle, on a pu avoir des stats très intéressantes. On a eu, plus de 85% de taux de transfo en plus. Heu, pour reboucler un peu sur ce qu'on disait avant, c'est des candidats, qui sont, en recherche passive, mais s'ils postulent, ça devient assez concret pour eux. Heu, et du coup, ça permet d'augmenter le taux de transfo, sur vos offres et c'est peut-être un peu moins des personnes qui postulent machinalement à beaucoup d'offres, qui vont être contactées par des dizaines de recruteurs sur la partie passive, comme précisait Louis. Il y a peut-être moins de processus de recrutement en cours, donc moins de concurrence là-dessus. Sur la partie IT, très pénurique, des campagnes, qui ont permis de générer plus de 20 recrutements, profil junior à senior, sur des profils en DevOps, en cloud, en développement, donc différentes typologies de profils. En industrie, là, c'est des campagnes qu'on a lancées sur le bassin, Normandie. Là, c'était uniquement quasiment exclusivement, parce que 80% des profils étaient en recherche passive. 250 candidats qu'on a pu sourcer pour les besoins, donc c'est un regroupement d'entreprises parce que très compliqué de recruter ces profils-là en industrie sur ce bassin-là. Et un autre secteur sur la partie service, à la personne pour des auxiliaires de puériculture. Aide à la personne, on a pu faire plus de 15 recrutements et 40 profils en vivier. Ce qui est intéressant, c'est que, les profils viviers, c'est des personnes, là, c'est plus une approche moyen terme. C'est des profils qui étaient intéressés évidemment d'échanger avec, donc là, la ville de Paris, qui ont postulé, qui étaient peut-être pas prêts à l'instant T, à quitter leur emploi. Mais d'ici 1 mois, 2 mois, alors bon, on n'a pas, tous les stats après à 3 mois parce que c'est compliqué de traquer tout ça. Mais ça avait quand même 40 profils en vivier qui sont potentiellement intéressés de vous rejoindre d'ici quelques mois, dans votre entreprise. Donc là, c'était voilà, rapide focus. L'idée, c'est pas non plus de s'étaler là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions après, sur la partie réseaux sociaux. Mais voilà, une des solutions, alors là, c'est plutôt court terme, pour aller générer du candidat et avoir des recrutements assez rapidement sur la partie, profil passif. Ah oui, parce que parfois, il y a deux situations différentes. Il y a la situation où on a des postes à pourvoir, on a publié l'annonce, on n'a pas de chance, il n'y a pas de candidats ou pas les bons candidats qui ont postulé, et donc on n'a pas d'autre choix que de chasser pour des postes à pourvoir rapidement. Donc il faut bien des solutions court terme pour attirer un trafic qui n'est pas venu de lui-même. L'une des solutions est celle qu'a montré Mathieu, qui est évidemment hyper pertinente et qui peut avoir un gros impact au vu du volume de candidats qu'on peut adresser. Une autre solution dont moi je vais vous parler en parlant de notre solution, mais vous verrez, il y a des logiques et des choses intéressantes au-delà de l'outil que vous choisirez. C'est évidemment la cooptation. Faire levier sur ses collaborateurs, c'est hyper pertinent. Si on avance à la slide suivante, Mathieu, vous verrez que c'est reconnu comme la meilleure source de candidats, de recrutement. Un candidat sur 10 qui est coopté, donc qui vient par un de mes collaborateurs, est recruté versus 1 sur 100. Donc c'est 10 fois plus pertinent, plus qualitatif, ça fonctionne 10 fois mieux en termes de profil. Normal en même temps, c'est une personne qui a eu envie de rejoindre l'entreprise grâce à quelqu'un de son réseau qui travaille déjà dans l'entreprise. Donc il y a une partie du travail qui est déjà faite et une partie de la réalité de ce qu'est le métier qui est déjà connu. Donc finalement le screening, si je peux dire, le filtre est déjà bien fait. Ça a un impact important aussi sur la fidélité.
en moyenne, quelqu'un qui a été coopté reste 70% plus longtemps qu'une personne qui n'a pas été cooptée. Donc, je dirais que ça règle aussi un peu plus le problème à moyen terme, parce qu'on a moins de besoins de recrutement suite à des départs dans le futur. Et enfin, c'est aussi le processus le plus rapide, pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. En moyenne, c'est 4 semaines mais 4 semaines à clôturer le recrutement pour une personne qui a été cooptée versus 6 en moyenne pour les autres types de candidats. C'est à nouveau très, très important dans le contexte actuel, hein, puisque ce temps gagné, c'est du temps qu'on peut mettre ailleurs. Et je vous rappelle peut-être une stat dont on n'a pas parlé. Un candidat attend en moyenne un processus de recrutement de 3 semaines. Dans les études qu'on a faites, 3 semaines semble être le coup près. Au-delà, ça devient trop long pour un candidat. Donc là, on est à 4. C'est déjà plus proche que 6. Donc, une fois qu'on a vu ça, tous les professionnels de recrutement à qui j'ai pu parler qui font ce constat de dire c'est la meilleure source qu'on a aujourd'hui. En général, la problématique, elle est plutôt oui, mais on n'en a pas tant que ça, des cooptations. Comment je fais pour en avoir 5, 6, 7, 10 fois plus des volumes de cooptation? Comment j'engage mieux mes collaborateurs? C'est là où, selon nous, intervient le digital. En général, et sans vouloir être caricatural ou provoque, même si je suis toujours un petit peu, la cooptation se résume dans beaucoup d'entreprises à on a un programme de cooptation, vous avez une prime si vous cooptez quelqu'un qui est recruté après sa période d'essai. Et la façon dont on communique là-dessus, c'est un poster à côté de la machine à café et 2 mails dans l'année. Désolé d'être caricatural, mais c'est malgré tout souvent assez proche de la réalité. Le digital vient amener beaucoup d'atouts qui permettent d'engager réellement au quotidien et dans la durée les collaborateurs. Je vais vous présenter 5 avantages du digital et donc de notre solution, mais également d'autres solutions de cooptation digitale. C'est un énorme impact sur l'adoption. Les gens ne pensent pas forcément naturellement à la cooptation au quotidien quand ils voient passer une offre d'emploi par mail ou autre. Là, ici, l'outil lui-même dit voilà une nouvelle offre d'emploi. En un clic, voulez-vous la diffuser? Pensez-vous à quelqu'un? Et donc, l'outil est pensé pour ça et automatiquement, on a des taux d'adoption beaucoup plus élevés déjà du nombre de collaborateurs qui jouent le jeu en entreprise. Deuxièmement, je laisse un peu de teasing. On a une communication aussi qui peut être globale et instantanée. Comme je le disais, souvent, on a un poster et ça ne permet pas de s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas facilement dire, tiens, ce recrutement-là est vraiment très, très compliqué en ce moment. On est prêt à tripler la prime parce que vraiment, on a besoin là de quelqu'un rapidement. Ici, on a accès via l'outil à l'ensemble de ces collaborateurs qui ont téléchargé ou qui ont des notifications de l'outil. Et donc, on peut très facilement au quotidien jouer et toucher les collaborateurs avec des messages personnalisés pour encore plus engager. Ensuite, si on continue à parler d'engagement, on a inclus dedans toutes les logiques de gamification. C'est-à-dire qu'on peut créer des challenges mensuels, annuels, qui va finalement être le meilleur coopteur de ce mois-ci. Et en fonction, on peut aussi définir des prix. C'est très important, cette gamification, parce qu'en général, dans 99% des programmes de cooptation, les collaborateurs ont une prime, un complément de salaire, on va dire, si la personne a passé sa période d'essai, ce qui est assez loin pour un collaborateur. Enfin, il y a beaucoup d'étapes avant ça. Il faut que le profil soit pertinent, qu'il soit rencontré en entretien, que l'entretien se passe bien, que la personne soit recrutée et que la période d'essai se passe bien. C'est hyper hypothétique. Ça reste vrai, évidemment, dans le cas de nos clients qui utilisent notre solution de cooptation, mais la gamification, elle va permettre d'amener des choses en cours de route. La personne qui a posté le plus d'offres d'emploi, donc qui a finalement donné accès à son réseau, peut gagner un prix. Ça peut être un chèque cadeau, ça peut être un restaurant ou ça peut être même un don à une association. La personne qui a amené le plus de profils pertinents. Donc, on peut vraiment réfléchir à chaque étape comment on valorise et comment finalement on crée dès le départ de l'engagement. Ensuite, on va parler aussi des éléments de personnalisation. Très souvent, une politique de cooptation va être générale parce qu'on n'a pas vraiment d'autre choix. Donc, c'est 1 000 euros, par exemple, de prime pour quelqu'un qui a été recruté. Ici, on peut vraiment venir adapter tous ces éléments en fonction du niveau de complexité, de pénurie ou à quel point le poste est stratégique, et donc avoir vraiment une réflexion spécifique autour des typologies de profil et pas forcément quelque chose de générique. Et enfin, l'outil permet quand même aussi de traquer toute la donnée et finalement piloter, optimiser sa stratégie pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui est engageant, qu'est-ce qui l'est pas. C'est évidemment l'avantage du digital de pouvoir analyser tout ça. Donc voilà, c'est vraiment la source qui permet d'atteindre des candidats passifs. D'ailleurs, on va le voir sur la slide suivante. On a des cas clients, vous allez voir. Je crois que c'est… Et juste là-dessus, ce que tu dis là-dessus, le plus important finalement, ça va être vraiment d'alimenter ton pool de recruteurs, enfin même de salariés, parce que ça fonctionne bien et c'est grâce au digital, c'est comment vraiment les inclure dans le programme.
via la gamification, et c'est ça qui te permet d'avoir le plus de résultats, si je comprends bien, quoi. Exactement. Exactement. Et tu fais le, enfin, tu l'as pas tout à fait fait, mais ça m'a fait penser à ça. Souvent, on a constaté aussi en implémentant cet outil, finalement, qui communique en permanence auprès des collaborateurs, les poste à pourvoir et leur donne des moyens faciles de penser à quelqu'un dans leur réseau ou de le partager à leur réseau de façon générale sur WhatsApp, sur Facebook ou les différents réseaux dont on a parlé auparavant. Euh, on constate en général aussi une augmentation, une amélioration de la mobilité interne, puisqu'évidemment, on a aussi plus largement une visibilité sur les postes à pourvoir auprès de ses collaborateurs et donc qui parfois se positionnent eux-mêmes, se cooptent eux-mêmes. Je vais passer rapidement sur les résultats. Le plus important à voir, enfin, pour voir que c'est bien une solution qui répond à la problématique, c'est celle de la première statistique, PwC. Vous pouvez voir que quasiment 90% des candidats qui ont été recrutés par le levier de la cooptation, quand on leur pose la question, est-ce que vous étiez en recherche? Non, je n'étais pas en recherche d'emploi. C'est vraiment mon collègue, mon ami ou la personne de mon réseau qui m'a contacté ou me proposé qui m'a convaincu de rejoindre l'entreprise. Donc, c'est bien une solution court terme, on va dire, pour toucher cette population qui n'est pas en recherche d'emploi. Est-ce que tu veux passer à la suite ou préciser un petit peu Ouais, les non, bien différents sûr. clients? Ouais, de toute façon, on enverra les slides. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Peut-être un point intéressant qui est un peu à la frontière entre les deux, sur la slide suivante, c'est entre réseaux sociaux et faire levier sur ses collaborateurs, c'est démultiplier l'impact aussi de sa marque employeur grâce à la puissance de son réseau. On a parlé de la partie cooptation. Tiens, il y a une offre d'emploi, je pense à un collègue à qui j'ai discuté, je vais proposer à mon équipe recrutement, à mes collègues, cette personne, et après, bah, cette personne suit le processus. Il y a un autre mode de fonctionnement, et les deux s'alimentent bien entendu, qui est plutôt de dire, tiens, l'équipe marque employeur a publié un nouveau contenu sur un blog ou une nouvelle vidéo, comme disait Mathieu. Eh ben, ça vient au même endroit, dans la même plateforme collaborateur, et je vais très facilement, de la même façon, pouvoir dire, tiens, elle est top cette vidéo. En un clic, je la partage sur WhatsApp à plusieurs groupes d'amis. En un clic, je vais la mettre sur les réseaux sociaux. Et donc, je vais démultiplier l'impact de la production, finalement, des éléments de contenu que vous construisez autour de votre marque employeur grâce à mes collaborateurs, ce qu'on appelle l'ambassadora ou l'employee advocacy en anglais. Et c'est extrêmement puissant quand on regarde cette statistique de Forrester. Un contenu qui m'est partagé par quelqu'un que je connais, un ami, quelqu'un de mon réseau, j'ai 50 fois plus de chances de le lire que le même, exactement le même, la même vidéo, mais oui, c'est publié par une marque corporate. Donc, vous voyez, on rend vraiment exponentiel l'affichage de votre marque employeur. Et ça, nous, on le voit aussi sur les campagnes qu'on a sur les réseaux sociaux, où en fait, parfois, des candidats vont, enfin, des potentiels candidats vont se taguer entre eux, parce que la publicité est là, ils peuvent interagir, l'envoyer à leurs amis, ou les taguer directement. Et ça peut augmenter, en fait, ça, c'est que du bonus. C'est-à-dire que c'est pas des profils qu'on peut-être visé à la base. On a ciblé un profil qui était peut-être intéressé, mais pas OK pour changer de boulot maintenant, mais qui l'a partagé directement à ses collègues, par exemple. Et là, ça augmente, c'est vraiment du pur bénéf, en fait, ça augmente de 5% en moyenne, le volume que vous pouvez avoir. Et ces 5%, c'est des profils assez intéressants, parce que c'est des profils qui ont vu l'offre via une connaissance, et ça reboucle à ce que tu disais avant. Tu as beaucoup plus de chances qu'ils cliquent, qu'ils postulent et qu'ils aillent jusqu'au bout du process, par rapport à vos enjeux de recrutement. Yes. J'avais une question, mais j'ai vu la question de Lucie, mais je la prendrai à la fin. Comme ça, on va continuer de dérouler sur la partie moyen terme. Et ce qu'on disait sur le moyen terme, c'est avant plus la partie court terme, mais c'est aussi une démarche sur du plus long terme, moyen terme, dans le sens où parfois les candidats que vous allez toucher sont peut-être pas prêts à postuler dès maintenant. C'est-à-dire qu'ils vont voir votre offre, ils vont voir votre message, ils vont voir votre publicité d'emploi sur les réseaux, mais ils vont se dire: «Bon, pourquoi pas», comme tu faisais le parallèle avec l'immobilier. «Ça m'intéresse, mais bon, pas maintenant». Mais le fait de les recibler peut-être, 1 mois après, 2 mois après, 4 mois après, ça travaille un petit peu le «terrain» entre guillemets. Ils ont entendu parler de vous, et sont peut-être prêts à passer à l'acte de candidature d'ici 3-4 mois. Et là, le schéma représente un petit peu ça finalement, où vous les sensibiliser au début. Talent anonyme, alors il y en a peut-être certains avec qui vous allez avoir un échange, dans ce cas-là, vous allez les mettre en vivier. D'autres qui vont peut-être postuler dès maintenant ou d'ici 3-4 mois. En fait, c'est cette première partie qui est très importante, qui est plus du moyen terme et qui est
pas du tout à sous-estimer. Je veux dire que vous allez peut-être pas avoir, le développement, ça se vaut aussi 6 mois, 1 an après. Sur le développement, notamment de la marque employeur, de vos actions et de vos process de recrutement de candidats passifs. Il y a des retours court terme, mais il ne faut pas négliger aussi le moyen terme. Et après, ces candidats-là vont arriver, ces potentiels candidats vont se transformer en candidats et au fur et à mesure en candidats recrutés. Et après, bien sûr, en ambassadeurs, et là, c'est le top du top, qui vont eux-mêmes vous aider dans votre job et recruter des personnes directement et les coopter. J'aime bien ce schéma parce que pour moi, c'est ce qui est le plus vrai actuellement. C'est le métier de recruteur et les stratégies, les logiques recrutement se rapprochent de plus en plus des logiques et des métiers marketing et vente. Et c'est la même logique. C'est-à-dire que pourquoi je pense que c'est important pour terminer cette présentation de passer un peu de temps à parler du moyen terme, c'est que malgré tout, assez souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un poste à pourvoir, on n'a pas trouvé et on doit aller très vite chasser des personnes qui n'ont rien demandé avec les messages en disant bonjour, j'ai un poste qui pourrait t'intéresser, est-ce qu'on peut se parler demain? La personne répond mais arrêtez de me harceler. Et pour éviter de finalement se retrouver toujours confronté à la même situation, il faut vraiment prendre acte de cette situation et se dire ok, je veux plus vivre la même chose dans 6 mois et je souhaite maintenant commencer à construire ce qu'on peut appeler un pipe pour, dans 6 mois, dans 1 an, avoir largement évolué, avoir des relations, avoir une connaissance, être connu de certains candidats, avoir entretenu cette relation et pouvoir dire tiens, ça fait 1 an qu'on se parle, que tu lis un peu mes contenus, etc. J'ai peut-être un poste qui pourrait t'intéresser et être dans une situation bien plus favorable. Et c'est la même logique que la vente. Personne ne dit je vais faire mon objectif ce mois-ci en allant voir une entreprise que je ne connais ni Neb ni d'Adam et je pense que je vais réussir à closer une opportunité de vente. Ça n'existe pas. C'est bien, je vais voir des entreprises aujourd'hui ou des clients, si c'est, ou des consommateurs, si je suis par exemple en B2C. Et je pense que grâce à ces rencontres, je vais peut-être lever une opportunité. Cette opportunité, je vais l'entretenir. Je vais expliquer qu'on peut être un bon fournisseur pour répondre à cette opportunité. Pour dans 3 mois, 6 mois, 1 an, clôturer cette opportunité et gagner un nouveau client. C'est exactement la même logique et j'encourage chacun à se poser la question comment je peux me préparer avec un vivier prêt à l'avenir. Non, mais le parallèle est très juste, hein, sur la partie vente commerciale directe et en vente, ce qui est très important aussi, mais du coup, le parallèle est pareil côté recrutement, c'est d'alimenter aussi en contenu et d'être présent. Ça rejoint un petit peu ce que je disais, au préalable, mais c'est au-delà de faire, la publicité ou d'envoyer des messages, c'est d'avoir du contenu, montrer que vous êtes expert sur un domaine, c'est intéresser vos potentiels candidats, sur vos nouvelles technologies, ce que vous faites de bien et cetera. C'est mettre en avant, tout ça auprès de ces potentiels candidats pour qu'ensuite, quand vous avez un message peut-être plus direct, il va vous connaître en fait au préalable. Il aura vu votre publicité, il aura vu vos messages, plutôt de marque employeur et 3 mois après, vous allez lui faire un message sur LinkedIn, il va pas vous prendre pour un inconnu. Il va se dire: «OK, en fait, j'ai suivi un petit peu leur actualité» et c'est pareil, voilà, sur la partie vente, intérêt important d'alimenter en contenu et d'être, visible, sur la toile. Et ça rejoint un petit peu, les chiffres que j'ai ici, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant du coup. Heu, alors là, c'est voilà des techniques prises au marketing qu'on associe à la partie recrutement. Ce qu'on juge vraiment pertinent, au niveau de la répétition parce qu'évidemment il faut répéter et c'est pas en one shot, en un message que vous allez avoir une pluie de candidats. Ce serait trop beau, et sinon on n'existerait pas, je pense. Mais c'est vraiment avoir une répétition, sans non plus, forcer auprès de vos candidats, mais de 2 à 5 répétitions par, semaine. Là, je parle vraiment des enjeux vraiment plus marketing, hein, que c'est de la publicité, des messages, que ce soit de la pub sur LinkedIn, sur Facebook ou autre. C'est avoir de la présence en continu, auprès de vos candidats et c'est en mettant cette répétition que vous allez avoir de la performance au fur et à mesure, que les candidats ne vont pas vous oublier et qu'ensuite quand vous allez faire des messages plus directs, ils vont se souvenir de vous et être, plus enclins finalement à postuler derrière. Après, c'est des stats plutôt côté marque employeur, marketing sur du long terme. Ça va pouvoir vous générer, 50 de candidatures en plus et 43 de baisse sur les coûts d'embauche que vous pouvez avoir. Et si je reviens rapidement sur la partie, répétition et marque employeur, nous on a fait des campagnes, on fait de plus en plus ça, c'est-à-dire qu'on va lancer, pendant 2 à 3 mois une campagne vraiment, marque employeur. L'idée, c'est de mettre en avant l'entreprise, les missions, les collaborateurs, sans avoir un objectif de recrutement pur et dur, même si ça peut générer de la candidature. L'objectif principal, c'est de faire parler de vous, d'être visible, d'avoir de l'impression, de l'interaction pendant 2 à 3 mois.
Et ensuite, faire une campagne vraiment focus recrutement. Peut-être sur une verticale métier avec des messages un peu plus impactants en mettant le mot recrutement, postuler sur tel métier, vraiment focus recrutement. Et nous, on voit sur des campagnes qu'on a pu mener. On a fait une première campagne, par exemple, avec clients en année 1, sans campagne de marque employeur au préalable. L'année suivante, même enjeu, même budget, même profil. On a fait une campagne marque employeur et derrière focus recrutement. Et on a quasiment doublé le nombre de candidats. Donc là, c'était pas 50%, mais quasiment 100% de candidats en plus sur les campagnes. Donc on montre qu'en travaillant un petit peu le terrain, en mettant une petite graine dans la tête de vos futurs candidats, bah, ça les rend plus aptes finalement à candidater directement par rapport à vos offres. C'est toute la clé. C'est exactement ça, toute la clé. Et d'ailleurs, c'est aussi dans ce sens-là que l'outil, que le dernier outil du jour que je voudrais vous présenter, peut-être que le nom vous parle, CRM. Donc d'habitude, c'est un outil commercial, hein, Customer Relationship Management System. Ici, le C n'est pas pour customer, client, mais pour candidat. Et je vais vous parler un petit peu de cet outil qui est un peu le dernier né de notre plateforme, qui a vraiment un énorme impact pour construire ces relations et engager des talents dans la durée pour finalement sourcer dans une base, un vivier engagé de personnes qui connaissent un peu l'entreprise. Ça va aller vite, Mathieu. Est-ce que tu es prêt à passer les slides à toute Ouais, mais je pense vitesse? que j'étais pas trop mal sur les transitions depuis le début là, mais je suis prêt, je suis prêt. Parfait. L'outil est extrêmement, enfin, finalement, technologiquement assez complexe, mais extrêmement simple à expliquer et à mettre en place. Première chose qu'on fait, on crée des viviers. Ces viviers, ils sont collaboratifs. Ça veut dire qu'on va pouvoir se partager et dire, bah, tiens, voilà l'équipe qui peut travailler sur les viviers Intel, etc. Chaque entreprise choisit son niveau de granularité dans ses viviers. Donc, on construit des viviers, soit des entreprises ont tout simplement vivier. Certains ont vivier jeunes diplômés, vivier expérimenté, et puis ça va jusqu'à des viviers de profils de développeurs informatiques, C++, avec plus de 5 ans d'expérience dans le bassin d'emploi lyonnais. Ça, c'est la première étape. Okay. Ensuite, on va venir alimenter ces viviers au quotidien grâce à la solution. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des profils LinkedIn de personnes intéressantes dont on source le profil sur LinkedIn. C'est la slide d'avant, Mathieu. Tu vas trop vite pour moi. Censé alimenter, engagé, j'étais pas trop mal, mais effectivement. On va pouvoir ajouter les personnes qu'on a sourcées dans des CV Tech, des job boards qu'on utilise. On va pouvoir vous retrouver dans ces viviers aussi les personnes qui ont été cooptées, qu'on n'a pas encore rencontrées ou qu'on a rencontrées et qu'on souhaite laisser en vivier. On va pouvoir aussi très facilement créer des landing pages, c'est-à-dire je vais aller à un salon de recrutement de telle école ou de tel forum ou de tel endroit et en un clic, sortir une landing page où les candidats, grâce à un QR code, rentrent dans mon vivier directement. Je n'ai plus besoin de trier des piles de CV. Je vais pouvoir aussi avoir mes collaborateurs. C'est un vivier aussi de recrutement. C'est la mobilité interne finalement. Et point très, très important, je vais même pouvoir avoir les candidatures passées, les personnes qui sont passées par mon site carrière, que j'ai peut-être vu l'entretien qui était bien, mais qu'on n'a pas recruté parce qu'il y avait quelqu'un de mieux à l'époque. On souhaite conserver une relation. Donc ça, voilà, c'est comme ça qu'on alimente les viviers au fur et à mesure pour se retrouver finalement avec des viviers assez complets. Si j'avance, ensuite, on engage. L'étape d'après, c'est engager ces viviers et idéalement automatiquement parce qu'on peut se retrouver avec des volumes de 1000, 2000, 10 000, 50 000 ou plus candidats passifs en vivier. Et donc, il faut évidemment un peu d'automatisation. Et donc, on va pouvoir créer des contenus, importer tous les contenus qu'on a, les newsletters. Automatiquement, on peut mettre des automatisations qui disent tiens, je voudrais que les candidats de ce vivier reçoivent tous les 3 semaines les offres disponibles sur le site carrière qui pourraient leur correspondre, qui correspondent à ce vivier. Tout ça, ça se fait après automatiquement. Et donc, à l'échelle, on va dire, on entretient la relation, on envoie des contenus, etc. Tout est faisable sans intervention de l'équipe marketing ou informatique de votre entreprise. Ensuite, c'est ici que la magie opère, je dirais. On se projette 6 mois plus tard, on a commencé à faire cette démarche, tout le monde est impliqué, etc. Les automatisations sont en place. J'ai un nouveau poste à pourvoir. Je vais aller dans ce vivier, dans cet outil, dans ce CRM, et je peux même importer l'offre que j'ai à pourvoir, et l'outil va me dire, bah, voilà des personnes qui semblent avoir les compétences intéressantes pour votre offre, et qui en plus, j'ai un filtre supplémentaire sur le niveau d'engagement, des personnes qui lisent mes contenus, qui ouvrent mes mails. Et bien là, j'ai un vivier hyper pertinent que je vais pouvoir contacter et dire, vous lisez mon contenu, l'offre semble pertinente pour vous, est-ce qu'on peut se parler? Et je suis un peu moins dans une approche très froide de messages LinkedIn et beaucoup plus dans une relation, comme je le disais auparavant. Et enfin, bon, évidemment, à nouveau, j'ai toute la data, toutes les données pour analyser ma stratégie. Est-ce que si j'ai un projet de recrutement dans 2 ans, on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup de typologies de profils Intel, est-ce que j'ai assez de personnes en vivier? Est-ce qu'il faut que j'augmente, etc. Est-ce que les personnes lisent bien mes contenus? Qu'est-ce que je dois adapter? Ça permet évidemment aussi de prendre des décisions stratégiques. Voilà pour ça, pile dans les temps.
Mais c'est évidemment une Ouais, solution qui me 59. semble extrêmement pertinente pour, comme je disais, inverser le paradigme et ne pas se retrouver à nouveau au dos du mur à chaque fois qu'on a à nouveau des profils à chasser. Ici, vraiment, on travaille dans la durée pour être dans des conditions bien plus favorables à l'avenir. Non, on était très bon dans le timing. Je vois qu'il y a des questions déjà dans le chat. Je reprends dans l'ordre. Question de Lucie Pognoneg. Alors, je crois qu'il est plus dispo, mais ça peut intéresser aussi certaines personnes qui ont vu la question. Donc, c'était serait-il possible d'en savoir plus sur les 20 recrutements IT pour la SNCF? C'était pour une seule campagne. Sur combien de temps? Alors oui, c'était sur une seule campagne. L'idée, c'est qu'on lance des campagnes généralement sur ce type de besoin, sur des verticales métiers. C'est-à-dire qu'on va prendre la verticale plutôt IT. Alors, il y a plein de métiers différents dans l'IT, mais c'est des profils qui ont une typologie qui peut se ressembler. Peut-être les mêmes études, peut-être potentiellement les mêmes intérêts, qu'on peut lancer des campagnes sur plusieurs métiers IT, par exemple pour la SNCF. Donc, c'était une seule campagne qui a duré de mémoire aux alentours de 3 mois, 3 à 4 mois, pour aller générer donc différentes typologies de profils. Il y avait du junior, profil un petit peu plus, un peu moins complexe à les recruter, mais également des profils plus seniors de 5 à 10 ans d'expérience sur des métiers, comme je précisais, en archi, en cloud, et également plus des développeurs full stack, par exemple, pour leurs besoins. Et la problématique, peut-être plus pour finir là-dessus, c'est évidemment la SNCF, tout le monde connaît, mais sur ces métiers pénuriques, bah, ces candidats n'ont peut-être pas le réflexe parfois de postuler sur des grands comptes connus, en disant: «Bah non, moi sur l'IT, je pense plus à», alors je vais rendre les clichés, hein, mais je pense plus à un Google, à les scale-up innovantes qui montent sur la partie tech, qui mettent vraiment en avant la partie techno. Et certains grandes entreprises souffrent de ça parce elles sont moins identifiées sur ces métiers-là, et du coup manquent un petit peu de candidats, et c'est l'intérêt justement d'aller capter ces candidats passifs. Je crois que tu avais une question, peut-être plus pour toi Louis de Olivier. Alors je crois que tu as peut-être répondu partiellement, mais sur la partie vivier. Alors qui gère le vivier? Alors là, je te laisse plus la main là-dessus parce que ça vous concerne plus. Ouais, c'est une offre de Clever Connect qui fait partie de notre plateforme, notre Candidate Experience Platform. Désolé pour l'anglicisme, mais pour des noms de logiciels, ça rend quand même pas mal. Et en effet, donc c'est un des modules, et c'est pour moi en tout cas celui, peut-être pas celui qui a le ROI le plus court terme. La cooptation me semble vraiment répondre à des besoins peut-être plus court terme, mais en revanche qui change totalement le paradigme à l'avenir. Et donc voilà. Peut-être une précision au sein de de cette plateforme, tous les modules se parlent. C'est-à-dire que nos clients qui ont à la fois le CRM et à la fois la cooptation et l'ambassadora peuvent évidemment faire parler les deux et récupérer plus facilement des personnes en vivier grâce à la cooptation, facilement toucher les personnes qui sont en vivier grâce aux collaborateurs qui les auront en contact, etc. Donc, plus il y a de solutions dans la même plateforme et plus tout ça transite bien et est encore plus pertinent. Et bien sûr, les modules sont aussi achetables indépendamment. C'est bien des modules qui s'activent et donc c'est une plateforme, mais on peut avoir un seul module de la plateforme, bien entendu. On fait une conversation directe avec Olivier. Ouais, d'autres questions? OK, c'est bon de Parfait. On va vous recontacter, Olivier, bien entendu. Merci beaucoup à tous. On va vous libérer, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions. ouais, merci beaucoup à tout le monde. Elodie Malikam, est-ce que c'est pour nous dire au revoir ou pour nous poser une question? Non, bah, très bien. Merci pour vos retours. Bon amusement en mettant en place une stratégie pour toucher des candidats passifs. Ça Ouais, mérite, je pense, de se creuser la tête un peu dessus pour changer le paradigme. et c'est challengeant, et c'est là que tout l'intérêt aussi du métier, arrive finalement. C'est là que ça devient challengeant pour aller récupérer et contacter ces candidats passifs. Merci à tous, n'hésitez pas à nous recontacter, si vous avez des questions. On vous fera un mail pour vous envoyer le replay, et les infos si besoin, et à bientôt à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.